On va évoquer l'Ukraine parce qu'il y a évidemment beaucoup d'inquiétudes au 49e jour de l'invasion russe. La chute de Mariupol est-elle imminente? Le président Zelensky redoute l'utilisation d'armes chimiques. On va faire le point avec ces explications d'Adrien Spiteri et puis on en parle avec vous, Général Desportes. Des bombardements incessants depuis plus de 40 jours et des bâtiments dévastés à Mariupol où 90% des maisons ont été détruites. Sur le point de tomber aux mains des Russes, la ville s'est vidée de ses habitants. Les quelques survivants sont à bout. Nous pensions que la pire chose était une bombe aérienne, mais en fait la chose la plus terrifiante est un char. Malgré la résistance, l'armée russe maintient la pression sur la ville. Je pensais que cela se passerait mieux, que ce serait plus rapide. Tout se passe lentement. Les Ukrainiens sont des combattants préparés. L'OTAN les a bien formés, c'est vrai. Encerclés, les Ukrainiens dénoncent l'utilisation d'armes chimiques. Vladimir Poutine défend son armée. Nous savons que nos officiers qui participent à l'opération militaire spéciale au Donbass agissent de manière courageuse, professionnelle, efficace et ils utilisent efficacement les armes les plus modernes avec des caractéristiques uniques et inégalées. La conquête de Mariupol permettrait aux Russes de relier le Donbass à la Crimée. Les Ukrainiens s'attendent à une offensive imminente. Général Desportes, la situation militaire sur le terrain, Mariupol est sur le point de tomber et il y a cette offensive qui se précise du côté des Russes. Oui, il faut une victoire au président Poutine. Ce sera évidemment une victoire à la Pyrrhus, mais il lui faut une victoire. Et je pense que Mariupol peut tomber. Si Mariupol ne tombe pas, il ira outre. Parce qu'il peut laisser Mariupol derrière lui. Il n'y a pas de contre-attaque qui peuvent partir de Mariupol pour attaquer par derrière les forces russes. Donc s'il n'arrive pas à le faire tomber tout de suite, il laissera. Il ira lancer son attaque depuis le nord, depuis Izium et depuis le sud pour arriver à encercler le Donbass et à offrir le Donbass russifié au peuple russe le 9 mai prochain. Et il en prend des moyens intéressants. On vient de voir qu'il avait changé de commandant en chef en Ukraine et qu'il a pris le général Alexandre Je n'ai pas son nom sous les yeux. Alors, mais je vais le trouver parce que c'est quand même intéressant. En tout cas, il a changé de général. Il a changé de général, mais c'est pas n'importe Dvornikov. Et ça n'est pas n'importe qui, parce que c'est le général qui commandait en chef en Syrie, qui a fait ce qu'on sait à Alep et qui a été dénommé le boucher. Et donc, on voit bien qu'il va mettre le paquet. Donc là, il est en train de se réorganiser. Il prend ou il prend pas Mariupol, il va le contenir. On va enfermer Mariupol et on va aller en avant parce qu'il faut aller au-delà. En 45 jours, Hitler avait vaincu l'armée française et fait tomber le corps expéditionnaire britannique. Lui, en 49 jours, il a pris la ville de Kherson. Donc on voit bien que très vite, il faut qu'il offre autre chose et il prendra tous les moyens pour le faire. Vincent Hervouet, l'utilisation d'armes chimiques, c'est une éventualité. C'est pas vrai. Même les autorités de la mairie de Mariupol est revenue un peu en arrière. On agite énormément d'horreur. Vous avez vu aujourd'hui, c'est Zelensky qui parle des viols qui auraient eu lieu d'une manière systématique et des viols même d'enfants. Bon, ce qui se passe à Mariupol, c'est une victoire stratégique importante. C'est une victoire symbolique parce qu'effectivement, il y a le 9 mai, la fête de la grande guerre patriotique. Il faudra bien apporter une victoire, montrer qu'on a gagné. Mais en même temps, tant qu'on n'a pas montré qu'on a perdu, tant qu'on n'a pas reconnu une défaite, on a gagné. Ce qui se passe à Mariupol, c'est que vous avez le souvenir de Stalingrad. Vous voyez la ville, on a l'impression que les combats durent non pas depuis 40 jours, mais depuis des mois et des mois. Stalingrad, c'était 1 200 000 morts. Là, il n'y en a pas autant, mais il reste 2 à 3 000 combattants dans l'usine. Vous savez, il y a eu la bataille des usines à Stalingrad. Là, c'est l'intérieur d'un Azovstal, c'est-à-dire la plus grande usine métallurgique d'Europe. C'est-à-dire une espèce de forteresse ouvrière, une espèce de triomphe soviétique, quoi, cette usine. Et les types sont vraiment bunkérisés. Il y a des souterrains, il y a 40 mètres sous le sol. Ils seront très difficiles à aller chercher.
Et ils sont totalement perdus parce que ils sont assiégés. C'est le dernier bastion de la défense ukrainienne. Et alors c'est une histoire qui évidemment émeut tout le monde, surtout qu'ils communiquent par Facebook par exemple. Alors on ne sait pas si c'est un vrai ou un fake, mais hier il y avait le régiment de marine qui disait on va mourir ou on va se rendre et on est abandonné par l'armée, on est abandonné par Zelensky. Ils disaient même pas le président, ils disaient Zelensky. Et alors l'état-major a répondu d'une manière très très souveraine en disant silence dans les rangs. Et le président lui-même. Alors absolument. Il y a aussi le bataillon Azov. Ils sont pas forcément fans de Zelensky. On continue à parler de Mariupol dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard. En Ukraine, Volodymyr Zelensky dénonce des centaines de viols dans les zones précédemment occupées par l'armée russe, y compris de jeunes filles mineures et des tout petits enfants, déclare le président ukrainien, qui a évoqué une vidéo envoyée selon lui par un soldat russe où l'on voit ce dernier torturer un bébé. Face à la guerre en Ukraine, l'Organisation mondiale du commerce met en garde contre la division de l'économie mondiale. La chef de l'OMC appelle les pays à ne pas restreindre leurs échanges en cette période de crise. L'histoire nous enseigne que le fait de diviser l'économie mondiale en blocs rivaux et de tourner le dos aux pays les plus pauvres ne conduit ni à la prospérité ni à la paix, a-t-elle notamment déclaré. En France, le déficit commercial recule en février pour s'établir à 9,4 milliards d'euros. À l'origine de cette amélioration, une augmentation des exportations et une stagnation des importations. Au mois de janvier, le déficit avait lui atteint 9,8 milliards d'euros. C'était alors le pire chiffre jamais enregistré dans le pays. À l'origine de cette amélioration, une augmentation des exportations en grande partie. Général Desportes, on évoque ce siège de Mariupol. Est-ce que effectivement le bataillon Azov est encore sur place ou il n'y est plus, comme le disait Vincent Hervouet? J'avoue que je ne sais pas. Il y a été longtemps, c'est bien évident. Maintenant, s'est-il exfiltré ou pas, je ne sais pas, je peux pas vous le dire. Je reviens un tout petit peu, si vous permettez, sur l'affaire des armes chimiques. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent, parce que si M. Poutine avait voulu franchir la ligne rouge, il l'aurait franchi. Vraiment, là, on parle de 3 personnes intoxiquées, si vous voulez. Ça, et rien n'a été vérifié. Donc, et je crois que c'est bien d'ailleurs que les Britanniques et les Américains essayent d'avoir des preuves. Pour l'instant, à mon avis, on n'en est pas là. Il y a quand même une marche à franchir, qu'il franchirait d'ailleurs sans grand risque, puisque les rétorsions massives américaines, on ne voit pas très bien ce que ce serait. Mais je ne crois pas que pour l'instant il est fait, encore que ça ait un sens tactique. Parce que pour aller chercher des gens dans les terriers, il s'agit bien de ça, il vaut mieux les chercher à l'arme chimique qu'à la baïonnette. Donc ça aurait un sens, mais à mon avis, le pas n'a pas été franchi. Julien Drey, sur ce rouleau compresseur russe qui est en route sur le Donbass et sur Mariupol. Alors, je pense qu'on est en train en France et en Europe d'écrire une histoire qui n'est pas forcément la bonne. Je ne suis pas convaincu que le président Poutine ait absolument besoin d'une victoire militaire le 9. La victoire, le 9, ça sera un énorme défilé de l'armée russe. Et il va faire une démonstration de force, parce que le peuple russe, il n'est pas en train de suivre à la carte l'avancée de son armée et des villes. Il va, je pense, faire ce qu'il a fait déjà à plusieurs reprises, montrer que l'armée russe, elle existe. Il va étaler son armement, son matériel, il va montrer qu'ils sont forts. D'ailleurs, il a commencé à le dire. Voilà. Alors après, évidemment, s'il peut rajouter une victoire au tableau, mais je pense que l'important pour lui maintenant, on l'a compris, c'est de prendre le Donbass. Et de pouvoir dire, j'ai fait ça pour prendre le Donbass et j'ai pris le Donbass. Voilà. Vincent Hervouet. Non, c'est exactement ce qu'il a dit dans la conférence de presse qu'il a donnée aujourd'hui, où il expliquait que si ça prenait du temps, c'est parce qu'ils économisaient les vies, ils étaient économes de la vie de leurs soldats, niant absolument tout crime commis comme ça sur les civils, et effectivement remettant en avant le prétexte de la protection des populations russophones du Donbass. Mais si vous voulez, peu ou prou, Mariupol tombera, évidemment, elle est déjà pratiquement tombée. Le Donbass, on verra ce qui se passera, on verra l'avenir. Mais ce qui me paraît le plus frappant là, dans le déroulement de ces dernières heures, ou de ces 48 dernières heures, c'est de voir à quel point l'Occident de plus en plus s'implique.
Nous avons donc une espèce de défilé désormais de personnalités qui se rendent à Kiev. Il y a eu les dirigeants européens avec Madame von der Leyen flanquée du commissaire aux affaires extérieures. Vous avez eu le Premier ministre Johnson qui est allé chercher là-bas un peu de la légitimité qui est en train de lui échapper à Londres parce qu'on lui reproche les dîners qu'il a fait avec, vous savez, le parti gate. Pendant le confinement du Covid, c'est encore autre chose. Ça, c'est très 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 mal vu là-bas à Londres. Il échappe à la motion de défiance grâce à la guerre en Ukraine. C'est l'un des profiteurs de la guerre. Et puis, mais il n'est pas arrivé les mains vides, lui. Il n'est pas arrivé en disant l'Europe. Il est arrivé en leur offrant immédiatement des missiles anti-navires de guerre pour éloigner la marine russe du port d'Odessa. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'armement, de l'armement lourd désormais. Et on se rend compte que peu à peu, mine de rien, l'Occident entre dans un conflit qui n'a plus grand-chose à voir avec le Donbass, ni même avec l'Ukraine, qui est une lutte à mort contre le Kremlin. Et donc nous sommes dans l'engrenage de la guerre, Vincent. En tout cas, dans une escalade, ça, il n'y a aucun doute, à la fois sur les moyens qu'on met en œuvre, les armes que l'on donne, et en même temps sur la dénonciation, la criminalisation de l'adversaire, en l'occurrence Vladimir Poutine, parce que c'est une évidence, au bout d'un mois et demi, les sanctions ne donnent pas encore de résultats. C'est à terme, à long terme, que ça se jouera. Maître Gonadel, sur l'engrenage de la guerre dans lequel nous sommes entrés. D'abord, cette histoire de gaz, je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Il faut être extrêmement prudent parce que ça n'est pas avéré. Le massacre de Boutcha, je crois que ça ne fait aucun doute pour personne, sauf évidemment pour les Russes qui ne sont pas informés. Mais il faut faire attention à Pierre et le Loup, l'histoire de Pierre et le Loup, qui est une histoire russe. Donc, à force de matraquer les gens avec des choses qui ne sont pas avérées, ils ne font plus attention à rien, les gens. Donc, il faut être très prudent là-dessus. Quant à cette histoire du Donbass, le général disait que ça serait une victoire à la Pyrrhus. Ça sera peut-être une victoire russe, parce que bien sûr que pour Poutine peut parfaitement présenter le Donbass comme une victoire. Vous savez, c'est pas très compliqué avec les Russes de leur. Parlez pas de lui. Non mais ça, je veux dire. Alors, je ne sais pas si Poutine arrivera ça à vendre comme une victoire personnelle qu'il m'y attendra. Moi, je pense qu'il n'est pas dans une mauvaise passe. Voilà ce que je pense. Mais avec le temps. Si la Russie remet dans sa besace, si j'ose dire, les régions russophones de l'Ukraine, Donbass plus Crimée, j'arrive pas à penser que ça serait une mauvaise affaire. Général Desportes. C'est vrai. Quand je disais ça, c'est que comme d'habitude, cette guerre produit des effets paradoxaux. C'est-à-dire qu'il voulait désotaniser l'Ukraine, il renforce l'OTAN. Il voulait désarmer l'Ukraine est de plus en plus armée, et l'Ukraine deviendra une puissance militaire importante. Il se met dans un isolement diplomatique qui va durer, et son économie va souffrir énormément, quoi qu'il arrive. Donc peut-être prendra-t-il le Donbass, et effectivement, on se rappelle que Hitler, son premier objectif, le 21 juin 1941, c'était de prendre le Donbass. Donc il y a un intérêt économique à prendre le Donbass, mais quoi qu'il arrive, il aurait quand même beaucoup perdu. Et sur l'engrenage de la guerre que décrivait Vincent Hervouette, on est, à force de livrer des armements, maintenant quasiment dans un affrontement direct avec la Russie. Le seul qui en décide, c'est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, évidemment, on l'a compris depuis longtemps, ne respecte pas le droit international. Et qui dit qu'on est en guerre directe ou qu'on a franchi la ligne rouge chez lui? À un moment donné, il peut dire « Ok, vous avez franchi ma ligne rouge ». Pas celle de l'ONU, il s'en fout complètement de celle de l'ONU ou celle de M. Biden, la sienne. Donc c'était lui de décider à un moment donné, et à nous de savoir jusqu'où on veut aller. Parce que si on monte haut, quand on monte sur l'échelle de perroquet de la guerre, ça peut aller extrêmement loin, bien sûr. Et là, on est haut sur cette échelle-là ? Et pas encore très haut, parce qu'il n'y a pas eu d'affrontement direct entre otaniens, je dirais, et Russes. Mais on est en train de monter de plus en plus, c'est bien évident. Vincent Hervouette ? Il y a le conseiller de Poutine, Sergei Garanov, qui a expliqué la semaine dernière au Corriere della Sera, un journal italien, que l'Occident, à force d'armer les Ukrainiens, que la Russie allait sévir contre l'Occident s'il continuait à armer l'Ukraine. Ce sont des menaces claires, simples, qu'il faut écouter, qu'il faut entendre en tout cas. Il faut mesurer le risque que l'on court, même si on le court. Julien Drey ? J'ai pas la même version que
D'interprétation des choses. D'abord, parce que je regarde les images, vous avez vu l'attitude de M. Poutine. Rappelez-vous au début. Il était abattu, et d'ailleurs on guettait sur les images en disant il a Parkinson, il va mourir dans pas longtemps. Vous avez remarqué qu'il est très vif, il a retrouvé la forme, il circule. Et pourquoi cela ? Parce que sur le fond, il est en train d'obtenir ce qu'il voulait au point de départ. Parce qu'il voulait sécuriser la Crimée, définitivement, il l'aura. Il voulait prendre le Donbass. Il pensait qu'il allait être accueilli en sauveur au Donbass. Il n'est pas accueilli au Donbass. Et par ailleurs, l'Occident défile en Ukraine, mais les Ukrainiens, pour l'instant, ils vous disent, ils défilent. Ils sont bien seuls, les Ukrainiens. Il aurait bien mis un fantoche à Kiev aussi. Alors, terminé, Julien. Je crois pas, parce que quand on regarde bien ce qui s'est passé militairement, il a envoyé quelques unités, mais il n'a pas jamais cherché à attaquer véritablement Kiev. Il voulait fixer, les choses. Et ça, vous pouvez pas attaquer, vous pouvez pas. D'accord, mais au début, excusez-moi, d'ailleurs, le président Zelensky disait, il me reste que quelques heures à vivre, ils vont rentrer, voilà. Ce qu'il voulait. Donc, mais il y a pas un Russe qui est cru. Point de vue, le général, moi je suis pas un expert militaire, mais le général pourra témoigner, il a fixé des troupes spéciales autour de Kiev, parce que dans le même temps, il attaquait le Donbass fortement. Et c'était une manière aussi de fixer l'armée ukrainienne à ce moment-là autour de Kiev. Il y aura des cessez-le-feu, mais il n'y aura jamais la paix. Général. Non, mais tout à fait d'accord avec ça, avec ce que vient de dire M. Drey. Il n'a jamais voulu prendre Kiev, ça n'a jamais été dans sa possibilité, sauf si le 24 à 10h, son opération aéroportée avait réussi. Et là, les choses auraient été différentes. Mais à partir du moment où elle a échoué, il a voulu encercler, tenir, fixer des troupes, mais il n'a jamais cherché à prendre Kiev. Merci beaucoup, Général. Viser le sommet pour réussir, devenir stratège. C'est votre livre chez De Noël. Merci Vincent Herouet. Maître Golnadel en pleine forme et Julien Drey. Bonne soirée à vous sur Europe 1 et sur CNews. Laurence Ferrari sur Europe 1.